4,5 milliards de francs, c'est l'effort de l'État pour la rentrée, principaux bénéficiaires, les familles et les personnes âgées. Irlande du Nord, visite surprise de Margaret Thatcher, le Premier ministre britannique à Belfast. Proche-Orient, la France soutient la plainte du Liban contre Israël aux Nations Unies. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un petit peu d'oxygène pour ceux que la crise touche de plein fouet, pour ceux que la dernière ponction de la sécurité sociale sur leur pouvoir d'achat n'aura pas épargné. Je veux parler surtout des familles à revenus modestes et des personnes âgées. C'est ce que vous retiendrez d'abord de l'ensemble des mesures arrêtées en Conseil des ministres tout à l'heure et destinées donc, à soutenir l'économie, un dispositif pour le bâtiment et les travaux publics que nous détaillerons tout à l'heure, et puis donc, dans un deuxième volet, à aider les plus défavorisés. Alors concrètement, pour les personnes âgées, une allocation exceptionnelle de 200 francs dans un mois, plus un relèvement du minimum vieillesse. Pour les familles maintenant, d'abord sachez que exceptionnellement l'allocation de rentrée scolaire sera doublée, même un peu plus. Elle était de 190 francs, elle passera à 400 francs. Par ailleurs, pour les familles qui bénéficient de ce que l'on appelle le complément familial, là la somme qu'elles recevront en octobre passera de 400 à 600 francs. 2 coups de pouce donc aux familles et aux personnes âgées. À quelques jours des grands retours de vacances et de la rentrée des classes, l'action décidée ce matin a 3 caractéristiques. D'abord, elle est destinée aux revenus modestes, ceux qui sont les plus sensibles aux modifications du pouvoir d'achat. Elle touche ainsi 3 millions de familles, celles qui ont un revenu moyen d'environ 4 000 francs ou plus élevé si elles ont plus d'enfants. Elle touche aussi 2 millions de personnes âgées, celles qui reçoivent le minimum vieillesse. Deuxièmement, cette action a un caractère familial très marqué, puisque le complément familial, celui qui est augmenté en octobre, concerne les familles ayant un enfant de moins de 3 ans ou les familles de 3 enfants et plus. Enfin, cette action a un caractère exceptionnel. Il est vrai que pour les personnes âgées, cette mesure sera relayée rapidement par une mesure définitive, 40 francs par jour au 1er décembre. Mais pour les familles, en attendant une nouvelle augmentation des allocations familiales, c'est uniquement en octobre que ces sommes seront attribuées. Et effectivement, ce sont des mesures dites de rentrée scolaire. Et on sait que traditionnellement, les familles ont des achats à faire, des achats qu'on ne fait qu'une fois par an à cette époque de l'année. Cette allocation a donc un but très précis. Elle est versée chaque année aux familles qui ont les revenus les plus modestes. Et cette année, son montant est largement majoré, puisqu'on touchera 400 francs par enfant à l'école. Je vais prendre un exemple. Une famille de 3 enfants dont le père est agent de maîtrise, la mère ne travaille pas, 3 enfants à l'école, elle touche l'allocation de rentrée scolaire, cette famille touchera 3 fois 400 francs, 1200 francs. Et elle touchera en plus le complément familial, puisqu'elle a 3 enfants, 600 francs. Voilà une famille qui va avoir 1800 francs au mois d'octobre. Eh bien, vous me dites après. Eh bien, après, je crois que cela lui permettra d'avoir moins de difficultés et atténuera l'effet des charges et des hausses qui sont intervenues. Et tout cela coûtera au total, familles et personnes âgées, 2 milliards de francs. J'ajoute qu'automatiquement le SMIC sera relevé, une majoration de 2,2% à partir de demain, et cela nous amènera pour un mois à un salaire de 2152 francs 80 centimes. Le Premier ministre a expliqué la philosophie de ces mesures dans une lettre qu'il a adressée aux partenaires sociaux qu'il souhaite rencontrer dans les prochaines semaines. Des rencontres qui seront difficiles à en juger par les premières réactions. Un dispositif sans commune mesure avec les problèmes posés, dit la CGT. Soulagement momentané seulement, dit la CFDT. Ces mesures ne touchent pas au fond de la politique menée jusqu'à présent. Des mesures qui font de 20% des Français assistés, ajoute la Confédération des syndicats libres. Il s'agit là d'une amorce destinée à compléter d'urgence, dit la CFTC. Et puis, Force ouvrière accueille favorablement les dispositions prévues à la fois donc pour les personnes âgées et pour les familles. Cela dit, je vous le disais, il y a un deuxième volet à ces mesures d'aujourd'hui, 2,5 milliards de francs qui seront consacrés au soutien de l'activité économique, c'est-à-dire essentiellement aux travaux publics et aux bâtiments. Cela aussi, cela nous concerne, car le bâtiment, c'est le logement de chacun d'entre nous, et puis c'est aussi un secteur qui peut contribuer, dans une certaine mesure, à réduire le chômage. En s'aventurant derrière cette pancarte qu'on trouve sur tous les chantiers, on peut découvrir pourquoi le gouvernement a choisi de relancer le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Première raison, ce secteur est le premier employeur de France. 2 millions de personnes y travaillent, maçons, électriciens, peintres, charpentiers, etc. Au total, 9% de la population active. Deuxième raison, c'est un secteur qui produit énormément. 300 milliards de francs l'an dernier, c'est-à-dire plus de 5 fois la construction navale, l'aéronautique et l'industrie de l'armement réunis. Enfin, troisième raison, la plus importante, le bâtiment et les travaux publics devront servir d'accélérateur. Avec 2,5 milliards de francs, le gouvernement appuie sur la pédale en espérant relancer toute la machine économique. Prenons le cas du bâtiment. La construction d'un immeuble fait travailler des industries en amont, les tuileries, les cimenteries, l'équipement sanitaire ou les textiles. Il faut savoir que le bâtiment consomme 1/4 de l'acier français, c'est important pour la sidérurgie. Cet effet multiplicateur est valable aussi en aval. Construire des logements, c'est vendre des appareils électroménagers, des meubles, des assurances. Au total, on a calculé que lorsque le bâtiment produit 100 francs, les autres secteurs de l'économie produisent 200 francs. C'est le raisonnement que tient le gouvernement. Il espère que les crédits injectés pour le logement, plus d'1 milliard, pour les travaux publics, les routes, presque 1 milliard, et pour les économies d'énergie, 400 millions, vont générer des travaux pour un montant bien supérieur. 2,5 milliards de crédits devraient produire 7 milliards de travaux. Alors prenons un petit peu de recul, Philippe Sassier, et jugeons ces mesures de circonstance. Alors est-ce qu'il s'agit d'une simple compensation pour ceux des Français qui se sont sentis le plus lésés ces derniers mois? Compensation certainement, mais il faut voir dans quel contexte ces mesures sont prises. Depuis la fin de la guerre, notre niveau de vie a pratiquement été multiplié par 3. Aujourd'hui, c'est fini. Qu'il s'agit d'une crise économique ou bien d'une guerre économique, les progrès sociaux seront beaucoup moins rapides. Tous les pays sont en train d'adopter des plans d'austérité. Les derniers sont les Norvégiens, les Grecs, les Hollandais. En France, les dernières hausses, notamment celles de la sécurité sociale, eh bien, pénalisaient les familles les plus modestes, et c'est le président de la République qui avait justement demandé de compenser ces hausses par des mesures appropriées pour ces familles les plus modestes. Et sur un plan économique, ces mesures ont un avantage, elles permettront aux familles de consommer davantage, c'est-à-dire d'acheter davantage, par conséquent aux entreprises de travailler plus. Bon, alors ça c'est l'aspect social du dispositif. Sur le plan économique, maintenant, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une relance? Ah non, vraiment. Pas de relance, vous savez que c'est un mot qui est tabou pour M. Raymond Barre. Il s'agit de mesures de soutien de l'activité qui devrait permettre, estime-t-on, de créer environ 30 000 emplois à travers cette injection de 2,5 milliards dans l'économie. Ceci dit, toujours donc pas de relance parce que, estime de relance générale de l'économie, parce que, estime M. Raymond Barre, cela compromettrait l'équilibre extérieur de la France, le commerce extérieur et surtout la bonne tenue du franc. Le franc qu'on disait un petit peu faible quand même ces dernières semaines. Et vous savez, le gouvernement tient un franc fort parce qu'avec un franc fort, on paie moins cher notre pétrole et on peut penser qu'avec les dernières hausses du pétrole, plus que jamais, le gouvernement tient à défendre sa monnaie, à avoir une monnaie forte. Ceci dit, c'est vrai, il y a eu quelques spéculations contre le franc ces jours derniers, quelques petites attaques, parce que, à cause de la différence de taux d'inflation entre l'Allemagne et la France, certains spéculaient en pensant qu'il faudrait un de ces jours changer les parités entre les deux monnaies. Mais pour l'instant, ces petites pressions sont en train de s'atténuer. En tout cas, on ne peut pas parler de tempête sur le franc. Il faut dire aussi que l'emprunt d'État de 6 milliards dont je vous ai parlé au début de l'été sera finalement émis le 4 septembre et puis que la hausse des tarifs de la SNCF dont je vous parlais hier sera de 5,5%. Elle entrera en vigueur à partir de samedi, mais vous savez que vous avez la possibilité de prendre d'ici là un billet à l'actuel tarif, billet, vous le savez, valable 1 mois. Voilà pour ceux qui prennent le train, pour ceux qui roulent surtout en automobile, encore une pause au Conseil des ministres, pour vous détailler les mesures destinées à faire baisser le chiffre des accidents. 12 000 l'an dernier, je vous le rappelle. On va encore se montrer plus sévère avec les conducteurs en infraction et l'on prévoit un tarif des amendes davantage proportionné à la gravité des excès de vitesse. Le projet parle toujours de la possibilité de payer directement l'amende sur le lieu de l'infraction, parle même d'une aggravation de ce montant si l'automobiliste renacle et si la justice finit par lui donner tort. Mais là encore, rien n'est sûr car il s'agit, je vous le rappelle, d'un projet de loi que peuvent amender les parlementaires. Encore une contravention, mais si vous l'oubliez cette fois dans la boîte à gants, l'amende passera peut-être du simple au double, ou même triplera, si la justice, une fois saisie, confirme l'infraction. Voilà, si ce n'est encore la lettre, du moins l'esprit du projet de loi qui sera déposé dès la prochaine session parlementaire. Objectif, épingler tous les réfractaires au papillon, tous ceux qui négligent ou qui tardent à régler leurs amendes. Et en France, ils sont légion. 10% seulement des automobilistes parisiens payent spontanément leurs amendes par timbre et à peine 60% des amendes forfaitaires sont réellement transformées en amendes pénales fixes. Une impunité préjudiciable bien sûr au bon respect du code de la route,
mais aussi un manque à gagner non négligeable pour le trésor public, 1 milliard de contraventions impayées en 1976. Demain, le tarif donc des amendes sera peut-être proportionnel à la gravité des excès de vitesse sanctionnés. Pas de pitié pour les chauffards, avait dit il y a quelques jours le ministre de l'Intérieur. Pas de sursis pour les contrevenants, dit-on aujourd'hui en substance au ministère de la Justice. Alors attention, si vous oubliez de payer, on ne vous oubliera pas. Tel est du moins le sens des dispositions en préparation. Rappelons avec Jean-Marc Hillouz qu'il s'agit de mesures qui restent conditionnées au vote des députés et des sénateurs, un vote qui, nous le savons, dans ce genre de domaine, n'est pas toujours acquis. Un mot sur la politique maintenant pour vous dire que finalement les communistes ont dit oui aux socialistes qui leur avaient proposé une rencontre. Un échange de vues avec le PS peut s'avérer utile, vient de faire savoir le bureau politique du Parti communiste, et ce malgré des contradictions flagrantes dans les propos du Parti socialiste, ajoute-t-on place du colonel Fabien. Résultat concret, Pierre Bérégovoy se rendra à l'invitation du communiste Charles Fitterman. L'actualité hors de nos frontières maintenant, avec d'abord essentiellement bien sûr les suites de l'assassinat de Lord Mountbatten et de 18 soldats britanniques en Ulster. Le Premier ministre britannique, Madame Thatcher, s'est d'ailleurs rendue aujourd'hui sur place auprès des rescapés de cet attentat et elle a pour la circonstance revêtu la tenue des parachutistes britanniques avant de se mêler à la foule de Belfast. Nous rejoignons à Londres notre envoyé spécial Serge Mistret. Incontestablement, le Premier ministre britannique vient de marquer des points. D'abord, en se rendant à Belfast, au chevet des paras blessés lundi dernier, et puis en se promenant toute l'après-midi à Armagh, en plein fief de l'IRA, et puis aussi parce que le pape n'ira pas en Ulster, aggravant ainsi son désaveu des extrémistes catholiques, et puis enfin parce qu'elle n'a pas cédé à la tentation de la répression dans ce moment critique. Évidemment, c'est très critique, pas seulement pour le peuple britannique, le peuple irlandais du Nord, mais aussi pour le peuple irlandais du Sud, n'est-ce pas? Et le Madame Thatcher, j'en suis sûr, elle doit faire quelque chose avec le gouvernement irlandais. Et pour moi, j'ai l'impression que le prochain événement, il s'agit de quelque chose avec les Irlandais, de Dublin, n'est-ce pas? Par exemple, de ratifier, de signer la Convention européenne contre le terrorisme et aussi de tomber d'accord avec un traité ou un arrangement d'extradition avec le gouvernement britannique. Dans le même temps, les mesures de sécurité concernant la famille royale ont été renforcées, comme ont été renforcées les rondes de police devant les domiciles des personnalités qui pourraient être menacées. Et pour la première fois, les policiers anglais ont un pistolet dans la poche. Quant aux obsèques de Lord Mountbatten, on sait maintenant qu'elles auront lieu mercredi prochain à l'abbaye de Westminster. Les corps de l'amiral, de son petit-fils et de Lady Brabourne arriveront par avion demain en début d'après-midi dans le Hampshire où résidait l'amiral. Il y aura là le duc d'Édimbourg et le prince Charles. Plus tard, après les funérailles nationales, Lord Mountbatten sera enterré à Romsey Abbey selon ses dernières volontés. Iran, toujours la violence, 14 exécutions après une mutinerie à la prison de Tabriz. Et puis un peu plus haut, au Kurdistan, toujours la répression. Je crois que le monde entier aura été impressionné par cette photo publiée par l'agence UPI. Photo d'exécution sommaire, vous le voyez aussi. On sent quand même de la part de l'ayatollah Shariat Madari, numéro 2 de la hiérarchie religieuse en Iran, une volonté de négociation. Au pied des montagnes kurdes, la ville de Paveh, l'une des dernières places fortes tombées aux mains des gardiens de la Révolution. Une ville pratiquement déserte, évacuée par la grande majorité de ses habitants, qui redoutent les représailles de l'armée iranienne et des hommes de l'ayatollah Khomeini. Les combattants kurdes sont partis, eux aussi, avec leurs familles, dans la dernière ville entre leurs mains, Mahabad, à 100 km d'ici. C'est là également que sont réfugiés les chefs du Parti démocratique kurde, désormais interdit. L'ordre règne à Paveh, celui de l'armée iranienne et des gardiens de la Révolution, qui ont exécuté une bonne vingtaine de prisonniers accusés de trahison et de collaboration avec les combattants kurdes. L'accord intervenu entre certains représentants kurdes et le gouvernement n'a pas provoqué l'enthousiasme. Même si les Kurdes acceptent de laisser l'armée iranienne
entrer dans la dernière ville qu'ils contrôlent, même si les gardiens de la révolution chargés du maintien de l'ordre seront recrutés sur place, on n'oublie pas ici que l'ayatollah Khomeini avait promis aux Kurdes un châtiment exemplaire. Une rencontre aujourd'hui à Alger entre Georges Marchais, secrétaire général du Front Polisario. Les deux hommes ont qualifié de coup de force et d'agression l'occupation du Rio de Oro par le Maroc. Et puis la France et le Liban, un élément nouveau aujourd'hui, le Conseil des ministres à Paris a condamné et a décidé de soutenir la plainte du Liban contre Israël, plainte déposée au Conseil de sécurité. Alors je crois qu'on peut parler d'éléments nouveaux dans la diplomatie française quand même, Georges Bortoli. Oui, je crois qu'on peut parler d'un isolement diplomatique croissant d'Israël, en raison de ces décisions notamment du gouvernement français, et en raison, je crois, même aux États-Unis où l'opinion est bonne traditionnellement pour Israël, d'un trouble croissant de l'opinion américaine devant ces bombardements répétés qui ont été menés par les Israéliens au Liban. Parce que les Américains ont vu cela sur leurs écrans de télévision, comme vous l'avez vu vous-même, puisque nous avons montré ces bombardements ces jours derniers sur Antenne 2. Alors donc, je rappelle les faits, il y a eu, pendant des jours et même des semaines, bombardements directs des Israéliens ou bien menés depuis les enclaves chrétiennes qui sont à la frontière israélo-libanaise, des bombardements très importants avec de l'artillerie très lourde, des 155 notamment, qui ont fait beaucoup de dégâts au Liban et même des victimes humaines. Et donc le fait nouveau ce soir, c'est que la France, à l'issue du Conseil des ministres, a fait savoir qu'elle allait soutenir la plainte déposée par Beyrouth contre Israël. Et les termes sont sévères d'ailleurs. Le communiqué du Conseil des ministres condamne les actes de violence entrepris contre le Liban, ses ressortissants et ses institutions en termes très vifs. Voilà. Alors, bon, à l'ambassade d'Israël à Paris, bien entendu, on dit non, Israël n'a pas l'intention de changer son attitude parce qu'Israël défend son intégrité. C'est pour sa défense, n'est-ce pas ? Est-ce que le Conseil de sécurité a les moyens de faire vraiment changer les choses? Il ne faut pas espérer un miracle. Quelle est la solution? Du côté français, on dit il y a tout de même une amorce de solution, c'est la FINUL, la fameuse force des Nations Unies pour le Liban, la force internationale, n'est-ce pas? Et la solution, telle qu'on l'imagine, ça pourrait être justement d'augmenter et le nombre et les effectifs des postes d'observation des Nations Unies dans le sud Liban pour servir justement de tampon entre les parties intéressées. Bien, pour en finir tout à fait avec l'actualité internationale, j'ai eu entre-temps, pendant que vous nous parliez, Philippe Châtenay, qui, de Belfast, nous fait savoir que nous pourrons entendre dans le tout dernier journal, celui d'Hervé Claude, vers 23h30, nous pourrons entendre sa première correspondance sur place. Voici maintenant notre troisième enquête sur le bilan des vacances. Vous avez pu suivre tout d'abord nos reportages dans le Midi et Normandie. Et bien ce soir, nous allons prendre un petit peu d'altitude et voir comment s'achève la saison en montagne. Jean-Jacques Dufour a planté son bivouac dans les Alpes, plus précisément à Chamonix. Ce qu'on retiendra de l'ère des vacances 79, c'est que les dépenses des Français baissent d'un ton. Une tendance sûrement générale, mais qui s'accentue dans les montagnes de la région Rhône-Alpes, puisqu'elles ont été moins fréquentées cette année. À cause d'un hiver interminable et d'un printemps pourri, les vacanciers, avides de soleil, ont préféré ne pas prendre de risques en choisissant les plages du sud. À la montagne, comme ailleurs, les premiers touchés sont les hôteliers et les restaurateurs, exception faite peut-être de Chamonix, mecque du tourisme alpin, qui grâce aux très nombreux étrangers, jouit d'une situation privilégiée. Même si Chamonix est une station privilégiée parce qu'elle reçoit beaucoup d'une clientèle étrangère, la clientèle française a diminué ses dépenses. C'est-à-dire que le client, l'industriel qui venait ici et qui dépensait, qui invitait, qui avait de nombreux invités, eh bien depuis 2 ou 3 ans, on le sent que les choses ont bien changé et que souvent il se borne à prendre une simple pension. Une situation qui illustre bien la vogue toujours plus grande pour le camping caravaning, moins cher que les séjours en hôtel. Mais là aussi, des restrictions cette année. Du camp 4 étoiles, on passe aux 3 étoiles et ainsi de suite. Côté restauration et fondue savoyarde, l'addition, trop lourde à digérer en période de régime économique, pousse de nombreux vacanciers à préférer les déjeuners sur l'herbe. Une tendance qui fait le bonheur des épiciers et des grandes surfaces. Ça, nous veillons quand même à ne pas dépenser plus que nous ne pouvons. Vous allez souvent au restaurant? De temps en temps, lorsque les prix ne sont pas trop excessifs. Cette année, oui, on a fait attention parce qu'automatiquement la vie est chère. On s'est donc cramponné dans cette région de glaciers comme ailleurs pour ne pas trop dépenser, surtout que de plus en plus les Français désirent absolument garder quelques jours pour partir en hiver. Mais malgré de légères restrictions, les magasins de sport ont fait de bonnes affaires.
Oui, dans l'ensemble, la saison s'est très bien passée, mais on constate que les clients achètent quand même un petit peu moins cher, étant donné qu'ils se rendent compte qu'ils s'en servent très peu pendant leurs vacances, et ils hésitent un peu maintenant à acheter cher, mais vu la masse de monde qui fréquente Chamonix, la saison s'est très bien passée. Par contre, et malgré les 203 interventions de la gendarmerie depuis le début de l'année dans le massif du Mont Blanc, pas d'économie sur le nombre de tués. 39 en 78, 41 en 79. Les blessés, ils sont beaucoup plus nombreux cette année. De 130, on passe à 175. Il ne faudrait pourtant pas oublier, même s'ils ne se comptabilisent pas, ce qui restera l'essentiel pour des milliers de vacanciers, les souvenirs. La fête continue, c'était le titre des mémoires qu'avait entreprise Marie Marquet. Elle en était à son 5e volume, ce sera le dernier. Marie Marquet est morte ce matin, à l'âge de 84 ans, au soir d'une vie, je crois, bien remplie. Marie Marquet appartenait au dernier carré des monstres sacrés. Elle avait débuté à la Comédie Française en étant tragédienne et quitté les planches en disant des sketchs comiques dans les cabarets. Elle fut célébrée pour sa beauté par de nombreux écrivains et devint elle-même écrivain, cette beauté fanée. Le succès de ses mémoires la poussèrent à faire son premier roman à 83 ans. Dans ses mémoires en 5 tomes, elle conta comment elle avait débuté avec Sarah Bernard, été aimée par Edmond Rostand, comment elle avait épousé Maurice Escande, grand sociétaire de la Comédie Française, et puis Victor Franssen, grande vedette du muet. Elle avait été aussi l'égérie d'un homme politique, André Tardieu, du temps où le Palais Bourbon entretenait des rapports étroits avec la Comédie Française. Elle s'y décrivit avec l'impudeur royale des femmes qui se sentent belles jusque dans leurs erreurs, grandes jusque dans leurs fautes, séduisantes jusque dans leurs faiblesses, comme dans les tragédies. Songez-vous qu'en naissant, mes bras vous ont reçu. Mon pays, mes enfants, pour vous j'ai tout quitté. Réservez-vous ce prix à ma fidélité. Quel fruit espères-tu de tant de violence? Tu frémiras d'horreur si je romps le silence. Et que me direz-vous qui ne cède, grand Dieu, à l'horreur de vous voir expirer à mes yeux? Quand tu sauras mon crime et le sort qui m'accable, je n'en mourrai pas moins. J'en mourrai plus coupable. Madame, au nom des pleurs que pour vous j'ai versés, par vos faibles genoux que je tiens embrassés, délivrez mon esprit de ce funeste doute. Marie Marquet, disparue donc aujourd'hui à l'âge de 84 ans. À Condé-sur-l'Escaut, près de Valenciennes, on connaît maintenant le montant exact de la somme volée à la perception de cette ville. 16 millions de francs, c'est encore pire que ce que l'on avait d'abord annoncé. C'est une somme énorme. Sport, dans Antenne de Midi, Michel Hidalgo nous dévoilait le nom des présélectionnés pour le match qui disputera en Suède le 5 septembre. Alors il a retenu 16 joueurs, une petite surprise, aucun Marseillais, ni Trésor, qui a demandé lui-même à être tenu à l'écart de cette sélection, ni Didier Six. Alors, il y a, vous allez le voir, 6 Stéphanois et 4 Nantais. Je vous laisse découvrir le nom de ces 16 joueurs. Donc, Dropsy, Ray, Bassiston, Bossis, Janvion, Specht, Lopez. Pour le milieu de terrain, Battenay, Larios, Platini, Michel. Et pour les attaquants, vous le voyez, Amis, Lacombe, Pécou, Rocheteau et Zimaco. Et puis tennis, dans le tournoi de Flushing Meadows qui se déroule actuellement à New York, le Français Patrice Dominguez a été éliminé dès le premier tour par l'Américain Steve Kulevitz en 3-7 secs, 6-0, 6-1, 7-6. Des nouvelles maintenant de David, ce cyclone qui se dirige vers la Martinique. Des vents de 240 km/h sont attendus. Toutes les communications sont coupées en ce moment avec la Guadeloupe et la Martinique. Air France retarde tous ses vols sur les Antilles, plus spécialement ceux vers la Martinique. Alors je vous conseille, si vous devez vous rendre dans ces régions, d'appeler auparavant
le 320-14-44. Et puis il faut dire, compte tenu de la violence exceptionnelle de ce cyclone, que le plan Orsec a été déclenché depuis hier soir, que des mesures de protection et même d'évacuation de la population ont été prises. Et je crois qu'il faut essayer avec vous, Laurent Broumette, qui suivait heure par heure la progression de ce cyclone, et nous avons dit que c'était difficile car toutes les communications sont coupées. Il faut donc expliquer un petit peu comment se forme un cyclone. Écoutez, on sait qu'il se forme toujours au même endroit, un cyclone, entre les tropiques, là où la mer est chaude, plus de 27 degrés, et là où des vents de sens contraire vont faire virevolter l'air. Le 22 août, il y a donc quelques jours, une zone où la pression de l'air est plus faible s'est formée au large de l'Afrique, et dès lors, sa route est irréversible vers l'ouest, vers les Antilles. Je vous propose de suivre le périple avec ces images remarquables transmises par le satellite et par la météorologie nationale française. Voici, nous sommes le 26 août à 15 h. Voici l'Amérique, voici les Antilles, voici David. Il vient de là-bas, des côtes de l'Afrique. Deuxième photographie, cette fois-ci, c'est le 27 août, 14 h 30. David est ici, les Antilles ici, vous voyez, il a gonflé. Pourquoi? Eh bien, exactement comme quand vous videz un lavabo, l'eau s'engouffre en tourbillonnant vers le trou central du lavabo. Ici, l'air s'est engouffré au centre. Il mesure plus de 800 km de large. Il continue vers l'ouest. Une journée après, 28 août, 14 h 30, les Antilles sont ici. David a légèrement faibli, mais il se rapproche dangereusement des côtes de la Guadeloupe et de la Martinique. Enfin, dernière image, plus catastrophique, elle est le 29 août 79, aujourd'hui même, 8 h. Vous voyez, les petites îles sont déjà dans les nuages, la catastrophe est inévitable, tout est prêt pour l'accueillir sur Terre avec tout ce qui accompagne, c'est-à-dire des vents de 120 km à l'heure de moyenne, des pointes de 180 ou 200, des vagues de 8 mètres. Nous saurons dans quelques heures si les précautions prises ont été suffisantes, car ça fait tout de même 10 ans qu'on n'avait pas vu un cyclone de cette force dans cette région. Enfin, un dernier point, quel est l'avenir de ce cyclone? Je vous propose une dernière fois de regarder la carte. David va se diriger vers le nord-ouest, il va sans doute mourir au large de la Floride, mais déjà à l'autre bout, regardez là-bas, un autre cyclone s'est formé. Nous ne pouvons pas encore savoir s'il sera aussi violent que le premier, nous le saurons dans les prochains jours. Vous voyez, la météorologie ne permet pas encore de tuer le cyclone, de l'étouffer dans l'œuf, elle permet au moins, grâce aux satellites, de le voir se former et donc de prévenir le danger dans des régions où malheureusement c'est une catastrophe classique. Alors nous avons un envoyé spécial sur place qui nous appellera peut-être dans le dernier journal. En tout cas, je pense que Hervé Claude pourra nous donner des nouvelles un petit peu plus fraîches donc, de ce cyclone qui en principe aurait atteint il y a quelques heures les côtes de la Martinique. Puis tout cela nous amène à vous parler de la météo en métropole. Aujourd'hui, il a fait beau sur l'ensemble du pays. Les températures, vous le voyez, ont encore marqué une légère hausse. Pour demain, eh bien, de la Bretagne à la Vendée, et des Pyrénées au Massif central, le ciel sera nuageux et même parfois menaçant. Des ondées orageuses pourront se produire notamment près des Pyrénées et du Massif central. Sur le reste du pays, regardez bien, le temps sera frais et souvent brumeux le matin, puis bien ensoleillé dans la journée. Voilà, je pense que maintenant nous sommes en mesure de pouvoir entendre le Premier ministre qui s'exprimait pendant ce journal sur une antenne concurrente, sur TF1, et qui a répondu au flot de critiques qui a déversé, vous le savez, au moment de l'anniversaire de ses 3 ans de pouvoir à Matignon. Nous l'entendons donc réagir et faire une sorte de bilan de ces 3 ans comme Premier ministre. Et résumer la situation, je dirais, en 1976, l'économie française allait à la dérive. En 1979, l'économie française est en situation de faire face aux difficultés. Et à l'heure actuelle, l'impression que certains veulent donner, c'est qu'il y a une situation qui n'est pas maîtrisable. Vous avez parlé du pessimisme, du catastrophisme, alors qu'en réalité... Et pour terminer là-dessus, quelles sont vos prévisions à partir justement de cette impression que l'économie part en débat, que tout peut arriver? Quelles sont vos prévisions pour l'hiver, disons, pour terminer? Nous aurons pendant quelques mois une situation difficile. Je ne l'ai jamais caché. Cette situation difficile tiendra au fait que nous aurons à payer le surcroît de factures pétrolières, à ce que nous enregistrerons une pression sur nos prix et à ce qu'il y aura un certain ralentissement de l'activité économique que nous essayons de compenser par les mesures que nous prenons. Mais la France a des atouts. Et c'est ce que je voudrais dire ce soir. Ceux qui
critiquent l'action gouvernementale, ceux qui aujourd'hui font du catastrophisme, ceux-là ne se rendent pas compte de la capacité des Français de surmonter les difficultés auxquelles le pays a à faire face. Et le Premier ministre d'ajouter, quand on doit gouverner, on ne doit faire ni le matamor ni le joli cœur. Tant qu'on porte la charge, on doit en assumer la responsabilité et la tâche. Demain, il y a un tiercé à Vincennes, dans le prix de Vendée. Voici donc, comme d'habitude, les pronostics de Pierrette Bresse. Elle a choisi 8 chevaux, que vous découvrez maintenant sur votre écran. Le 2, le 16, le 17, le 7, le 13, le 3, le 20 et le 18. Et puis aujourd'hui, mercredi, c'était le jour du tirage du loto. Pour gagner, il fallait jouer les numéros suivants. Le 4, le 8, le 15, le 16, le 20 et le 25, avec comme numéro complémentaire le 33. Voilà, vos prochains rendez-vous avec l'information d'Antenne 2, tout d'abord vers 23 h, le dernier journal d'Hervé Claude, et puis demain, à 12h45, Antenne 2 midi, présenté par Daniel Bilalian. Ce journal n'est pas tout à fait terminé, je vous en ai gardé en effet pour la fin les toutes premières images que vous découvrez à l'instant de la planète Saturne. C'est en effet la première fois qu'une sonde, en l'occurrence américaine, Pioneer 11, se rapproche autant de Saturne à la vitesse de 33 000 km/h. Voilà, ce journal est tout à fait terminé. Je vous souhaite une très très bonne soirée, puis j'espère vous retrouver demain à la même heure.